Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 61e épisode de ce podcast qui traitera de l'actualité du mois de janvier. Je vais vous parler de la manière de mettre Mars en image, d'une sortie dans l'espace française, de la Lune et d'idées noires de la physique. Et commençons par notre Lune bien-aimée. Je vous parlais dans l'épisode précédent du livre blanc de la Chine concernant les ambitions de son programme spatial. Et comme ils sont pas là pour rigoler, les Chinois, ils ont annoncé une mission de retour d'échantillons lunaires pour novembre. Et elle est ambitieuse comme je les aime, cette mission. Le principe sera de lancer Chang'e 5 avec leur fusée Longue Marche vers la Lune, de se poser, de collecter des échantillons dans une capsule placée au sommet d'une petite fusée, de la faire décoller au bon moment et à la bonne vitesse pour qu'elle puisse s'amarrer en orbite lunaire à un véhicule de retour, et de faire revenir tout ça vers la Terre pour récupérer les morceaux de Lune intacts après une rentrée dans l'atmosphère dans des conditions toujours extrêmes. C'est complexe, ils se lancent vraiment dans quelque chose de compliqué, mais je ne doute pas qu'ils réussissent. De toute façon, on va le savoir très vite, novembre c'est pour bientôt, et j'espère qu'on pourra assister à l'alunissage en direct, comme pour YouTube, ce serait dingue, pourvu qu'ils placent des caméras à bord, quoi. Ce serait vraiment fou. Enfin, on verra bien. Alors le but du jeu est évidemment d'avoir des bouts de Lune pour faire de la recherche, mais vous imaginez bien que ce n'est pas la seule raison de mener à bien cette mission. Il y a d'autres enjeux. Alors le premier, c'est déjà que les Chinois vont devoir développer des technologies qui leur serviront pour des futures missions habitées, comme par exemple un bouclier thermique qui supportera un retour d'une mission au-delà de l'orbite terrestre. C'est mieux, si on veut récupérer vivants des futurs marcheurs lunaires, par exemple. Mais la destination elle-même les intéresse pour des raisons plus terre-à-terre, sans mauvais jeu de mots, les ressources. Et notamment les ressources en hélium-3. Alors on n'en trouve pas beaucoup sur Terre, mais en revanche la Lune en regorge. La Chine le sait bien puisque les premières missions Chang'e ont permis de faire une carte des endroits où on les trouve en plus grande quantité, et ils en ont trouvé 100 000 tonnes. Or, on pourrait utiliser l'hélium-3 pour produire de l'énergie, beaucoup d'énergie, sans déchets radioactifs ni émissions de CO2 dans des centrales à fusion. Et s'il y a bien un pays qui fait de la recherche et du développement dans le domaine de l'énergie, c'est bien la Chine. Bref, la Lune les intéresse et le maximum de technologies de recherche et d'échantillons pour savoir ce qu'il en est bon à développer pour sans doute à long terme être les premiers à mettre en place une base permanente et surtout des infrastructures pour extraire l'hélium-3 du sol lunaire. Alors la mission de novembre prochain doit en rapporter quelques kilos parmi les échantillons prévus, et le responsable scientifique du programme a enfoncé le clou en disant que les réserves qui se trouvent sur la Lune pourrait régler, je cite, pourrait régler le problème des besoins en énergie de l'humanité pour au moins 10 000 ans. Voilà qui ne va pas arranger le lobby du pétrole et du gaz quand on saura maîtriser la fusion nucléaire. Et là, Donald Trump pourra vraiment dire que c'est de la faute des Chinois. Mais trêve de plaisanterie. Pour la catégorie images de cet épisode, je voudrais vous présenter plusieurs comptes Flickr. Le premier, c'est un compte où toutes les archives photos de toutes les missions Apollo sont mises en ligne, rangées par mission et sûrement par pellicule. Je ne sais pas trop à quoi correspondent les lettres et les chiffres en fait. C'est pas une initiative de la NASA, mais celle d'un particulier qui s'appelle Kiptig. Mais il a évidemment travaillé avec des employés des archives de la NASA. Alors attention, si vous avez une forte tendance à la procrastination, n'allez surtout pas vous perdre là-dedans. J'y suis retournée pour écrire ce podcast, juste pour jeter un œil sur une image ou deux, et une heure après j'étais encore. Mais il faut dire que ça vaut quand même le coup. Regardez-moi ces merveilles. Allez, je vous fais une petite sélection en musique.
Et ma préférée, cette dernière, où on voit un artefact qui a une allure assez improbable en plus, dans ce paysage complètement fou, et surtout les traces des astronautes au premier plan qui, pour le coup, n'ont pas marché mais sauté pour se déplacer. Un autre compte Flickr, mais martien cette fois, et là encore c'est à l'initiative d'un passionné. Il s'appelle Sean Doran, c'est un graphiste irlandais de 47 ans, et il s'est rendu compte que personne n'utilisait les données de la caméra à haute résolution iRISE en orbite autour de Mars, sur la sonde américaine MRO, pour reconstituer des images qui pourraient servir en réalité virtuelle. Du coup, il s'y est collé, et avec les bons logiciels, ça donne donc ça. C'est assez hallucinant, ce rendu. Il choisit les endroits de Mars où les reliefs sont les plus importants en termes de contraste, mais ce sont de vrais paysages reconstitués à partir des données de la sonde. Et avec un autre logiciel, il en fait également des vidéos pour des survols, et c'est à couper le souffle, mais je peux pas en mettre d'extrait pour des questions de droit. En tout cas, si vous avez un casque de réalité virtuelle, vous pouvez trouver les images adaptées sur le site Sketchfab, et je vous mets évidemment tous les liens qui vont bien dans la description sous la vidéo et dans le billet dédié à ce podcast sur mon site florenceporcel.com. Dernier compte Flickr d'images de planètes, c'est celui de Kevin Gill qui utilise également les données d'iRISE pour reconstituer un lever de soleil martien, comme ici par exemple, ou encore ces dunes à perte de vue totalement bouleversantes, ou bien le détail d'un cratère. Mais il ne se cantonne pas à Mars, puisqu'il utilise également les données de d'autres sondes, comme ici avec un détail d'Europe, très étonnant, Saturne en entier avec son hexagone polaire, sublime, ou encore Encelade. Bref, là encore, prévoyez une petite heure et du popcorn, c'est meilleur qu'un bon film. Alors on sera tous d'accord pour dire que ce qu'on peut faire avec les données des sondes qui sont accessibles à tous, c'est assez incroyable et fascinant, mais le travail derrière le traitement de ces données est trop rarement reconnu, et par moi la première. Et il y a peu de temps, j'ai justement partagé une de ces images sur Twitter, c'était Jupiter avec les données de Juno, et sans préciser le crédit parce que c'est vrai que je pensais pas qu'il y en avait un et que c'était des données brutes, mais vraiment par ignorance. Et je me suis fait remonter les bretelles, à raison, par Damia Bouic. C'est justement elle que je voudrais vous présenter dans la rubrique personnalité de cet épisode. Elle est infographiste, elle est passée par les Beaux-Arts de Marseille, elle est passionnée par l'astronomie et la météorologie, et elle fait justement du traitement d'images spatiales à ses heures perdues. Et elle a bien voulu répondre à mes questions pour m'expliquer ce que ça veut dire que de faire des images à partir de données brutes, et j'ai appris plein de choses. Je m'occupe essentiellement d'assembler les images qui sont capturées par les rovers Spirit, Opportunity, Curiosity. Je me suis aussi occupé des images de la mission Phoenix. C'est une mission qui date de 2008 et qui s'est posée sur Mars, près du pôle, et qui a vécu environ 2 mois avant de rendre l'âme, tout simplement à cause d'insuffisance électrique, parce que le soleil était trop bas sur l'horizon, et sur le coup ça ne permettait pas d'alimenter suffisamment ses batteries. J'étais encore au lycée et j'ai découvert dans une bibliothèque le travail d'Olivier de Goursac via son bouquin À la conquête de Mars. Très intéressant parce qu'il raconte en fait toute l'épopée de l'exploration de la planète Mars, avec les toutes premières sondes, avec même avant comment on considérait Mars, et puis ensuite les missions Viking 1 et 2 qui prennent une grande part de son livre, et la mission Mars Pathfinder qui aussi était assez importante à l'époque, car ça a permis de tester notamment le premier rover martien qui s'appelait à l'époque, il s'appelle toujours même, Sojourner. Donc j'étais fasciné par ce bouquin parce qu'il présentait de magnifiques images de Mars qui ont été retraitées par Olivier de Goursac, qui a été à un moment intégré aux équipes de la mission Viking 2 et 1 aussi, et qui a donc fait un travail magnifique de traitement des images, notamment pour avoir des images en couleur, en haute définition. Il réussissait à faire en sorte que les images de Mars ressemblent presque à des photos qu'on aurait pu ramener d'une expédition. Et moi, ça me fascinait de voir ce qu'on peut faire avec les images. C'est des images qu'on voit pas trop dans les encyclopédies ou dans les magazines plus généraux. Puis sur le coup, moi je suis tombé dessus, voilà. Peu d'années après, il y a eu l'atterrissage du rover Spirit et ensuite du rover Opportunity. Les images étaient disponibles librement, gratuitement, sur le site officiel de la mission. Et sur le coup, j'ai vu ces images et j'ai pas pu résister à l'envie de commencer à traiter ces images, à faire d'abord des petits trucs, des petites choses. Il s'agissait d'abord de traiter
une fois de traiter, de faire des assemblages panoramiques. Donc au départ, c'était 1 ou 2 images, et puis après ça a augmenté de plus en plus. Et ensuite, progressivement, je suis passé à des logiciels un petit peu plus évolués que Paint. J'ai travaillé avec GIMP, et puis après, beaucoup plus tard, j'ai travaillé avec de vrais logiciels de panoramique. Mais au départ, c'était AutoStitch, et puis après, je suis passé à GIMP. Voilà. Ce travail d'imagerie, je l'ai alimenté, je l'ai nourri, je me suis beaucoup documenté pour savoir comment me débrouiller à traiter ces images correctement. Basiquement, ce que je fais, c'est des panoramas noir et blanc, avec aussi des panoramas en couleur cette fois-ci, de Spirit. Maintenant Spirit c'est fini, mais bon, on peut toujours faire des images. Ensuite Opportunity, et puis Curiosity plus récemment, qui est équipé des meilleures caméras couleur qui n'ont jamais été envoyées à la surface de Mars. C'est la caméra Mastcam, et on a 2, caméra Mastcam 34 et Mastcam 100. Grosso modo, il y en a une de 35 mm et une de 100 mm, donc on a une capacité de détail et de résolution sur le paysage martien qui n'a jamais été faite avant. Et aussi sur le bras robot du rover, une caméra qui s'appelle MALI, Mars Ambulance Imager, qui permet, elle, d'avoir des prises de vue avec un angle de champ plus important, de 35 degrés à 36, en couleur aussi, et sous tous les angles. Là, cette caméra est magnifique, elle permet de faire des vues du paysage, des vues à très haute résolution sur les roches, et notamment les fameux selfies, on en voit un petit morceau ici derrière moi, qui permettent de faire des photos du rover, tout simplement, de son élément. Donc les logiciels, j'en ai un peu parlé, voilà, j'utilise principalement maintenant Hugin pour l'assemblage panoramique et GIMP. Ce sont deux logiciels libres et gratuits, et qui sont extrêmement puissants de toute façon, avec lesquels on peut faire du traitement d'images assez avancé. Avec Hugin, on peut lui demander de faire tout ce qu'on veut, pourvu qu'on lui demande bien. Voilà. Dans le processus, en fait, il faut d'abord chercher les images sur le site de la NASA, le site officiel de la mission. Donc ce jour-là, j'ai vu qu'il y avait un panorama qui était disponible. J'ai téléchargé toutes les images et puis je l'ai assemblé. Donc les images, au départ, c'est des images individuelles, qui sont assez comme les pièces d'un puzzle. Voilà, c'est pas assemblé, c'est là, c'est brut. Donc moi, mon job, c'est de les prendre et de les mettre dans mon logiciel Hugin pour les assembler. Donc il y a grosso modo 2 étapes. La première étape qui consiste à coudre les images entre elles. On fait un point dans une image, il y a un autre point dans l'autre, et puis on passe l'aiguille, et puis on rapproche. Voilà. Donc en fait on cherche les zones de recouvrement, puis les zones identiques. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ce travail, je peux optimiser le panorama, puis là, pof, les images sont toutes alignées, sont toutes assemblées, on a notre panorama qui est complet. Donc après il faut optimiser un tout petit peu les paramètres d'angle de champ, de distorsion, pour avoir un résultat assez convenable. Une fois que ceci est fait, il y a une deuxième étape qui consiste à optimiser l'exposition des images. Certaines images sont peut-être trop exposées, puis d'autres sont sous-exposées. Donc moi, ce que je vais faire, c'est les ajuster en fonction les unes des autres, de façon à avoir un résultat homogène, puis rien de choquant au niveau des luminosités. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une image super claire dans un panorama homogène, ça se verra. Donc une fois que ce panorama, je vais l'envoyer dans mon logiciel favori qui s'appelle GIMP pour la recadrer, et puis pour mettre mes crédits, et puis éventuellement faire quelques petites corrections de luminosité, généralement en agissant sur les courbes pour rehausser un tout petit peu ce qui se passe dans les ombres, diminuer un tout petit peu ce qu'il y a dans les lumières pour avoir un résultat qui pourrait ressembler à du HDR. Donc on se retrouve avec ça. Donc la plupart du temps je m'arrête là, j'ai mon panorama, je fais une version miniature pour envoyer sur mon compte Twitter, et puis avec un lien vers mon site web sur lequel je vais renvoyer l'image et un petit descriptif. Donc ça c'est classiquement le travail que je vais faire le plus souvent, mais plus exceptionnellement il va m'arriver d'utiliser ce panorama pour faire ce que j'appelle une carte postale, et là on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus évolué, j'ai envie de dire. Cette image, je vais la recadrer. Donc sur celle-ci, il y avait quelque chose qui m'intéressait particulièrement, c'était qu'on puisse voir entre la tourelle des instruments, la sonde, et l'autre partie, la partie de l'arrière de la sonde, enfin du rover, c'est-à-dire voir ses RTG, c'est sa source d'alimentation électrique, et une partie du corps du rover vers le bas. De voir ça, puis au milieu, voir les buttes Murray, qui sont des structures géologiques qui ont été explorées il n'y a pas longtemps. Curiosity est resté un petit moment dans cet endroit, à explorer les vallées, puis à regarder les roches alentours, et c'est un très beau paysage. Et là, sur le coup, voilà, c'est-à-dire qu'on a les buttes Murray qui sont devant, avec le rover et tout, donc
belle image, je recadre et je me retrouve avec le début de ma carte postale en quelque sorte. Donc une fois que c'est fait, je vais ensuite enlever toute la partie du haut de l'image avec cette zone noire qui correspond à une zone qui n'a pas été prise en photo, j'ai envie de dire, par le rover, et rajouter du ciel. J'essaye de m'imposer un tout petit peu la contrainte d'avoir un tiers de ciel et puis 2 tiers de paysage pour un résultat à peu près équilibré. Évidemment là, soit je reste sur une image comme ça, ou sinon on met de la couleur. Et pour mettre de la couleur, là, la procédure est un petit peu plus complexe et beaucoup plus longue parce que ça nécessite littéralement de peindre l'image avec une couche, donc noir et blanc pour le panorama, et une seconde couche sur laquelle on a la couleur. Ça prend un peu de temps et il faut que j'aille récolter des images Mastcam, des images couleur autour de la même date d'acquisition pour savoir de quelle couleur sont les roches, de quelle couleur sont les dunes, de quelle couleur est le sable. Il y a des roches qui n'ont pas forcément la même couleur. Il y a le corps du rover aussi qui prend de la couleur un petit peu avec le temps parce que du sable se dépose dessus. Donc voilà, tous ces trucs-là, il faut pouvoir les traduire sur l'image noir et blanc et arriver à avoir un résultat homogène avec un ciel qui ressemble à un ciel martien. Et ensuite, voilà, donc on se retrouve avec une image en couleur de la caméra Navcam qui est en noir et blanc normalement. Oui, tout le monde peut faire ça. Un ordinateur qui a 5 ans, voire 10 ans, peut parfaitement réaliser des images comme ça, quoi. Alors évidemment, on sera limité aussi en termes de taille d'image, parce qu'un ordinateur très vieux ne pourra pas supporter des images de grande dimension. Ça va être long, ça va ramer, et je sais de quoi je parle. Donc un ordinateur, puis une connexion internet, avec les adresses qui vont bien, et voilà. Quand on a 2 images l'une à côté de l'autre qui semblent s'assembler, on les assemble, et voilà, on a déjà commencé un petit quelque chose. Et puis ensuite, si on veut avancer, évoluer, par exemple notamment la mise en couleur d'images PanCam, une des caméras qui sont sur les rovers, c'est une caméra dont le capteur est en noir et blanc, donc il ne peut enregistrer que des quantités de lumière différentes, mais il ne peut pas enregistrer sa couleur. Donc on fait passer des filtres colorés devant le capteur numérique, le capteur CCD, et ensuite on a 3 images, voire plus, et on réalise la couleur en superposant les images, tout simplement. On met en couleur la couche rouge, la couche verte, la couche bleue, puis après on additionne et voilà. Il y a des préalables pour pouvoir faire un bon travail, c'est connaître un tout petit peu comment fonctionnent les caméras du rover, comment fonctionne l'optique, de quoi est fait la lumière, un peu comment ça marche, parce que c'est assez essentiel. Et puis avoir quelques notions aussi en photographie d'ordre plus général. Il faut avoir quelques notions, savoir identifier une image quand elle est surexposée par exemple. Savoir relever les ombres quand on voit que c'est trop sombre, savoir homogénéiser un peu la luminosité sur l'ensemble de l'image. Et ça, c'est pas toujours évident. A priori, on peut le faire, voilà, tout le monde peut le faire, mais il faut avoir quelques prérequis, mais c'est pas du tout insurmontable. Alors mes images sont reprises par des médias, donc je vais en parler tout à l'heure, mais d'abord par des agences spatiales. Il n'y a qu'une seule fois où j'avais été contacté par l'IRAP, l'Institut de recherche en astronomie et en planétologie, qui est situé à Toulouse, et j'ai été contacté directement par le co-responsable de la mission CamCam, Sylvestre Maurice. Donc on m'a contacté et puis on m'a invité une première fois à l'IRAP pour aller voir un peu comment ça se passait. J'étais au centre de contrôle de mission, là où on peut envoyer une partie des ordres à Curiosity pour simplement notamment diriger ses caméras, pour éventuellement le faire avancer, mais ça se passe plutôt en Californie par contre. Les parties, tout ce qui est navigation, c'est pas tellement à Toulouse que ça se passe. Mais c'est possible. C'était un grand honneur de voir que les gens qui ont conçu l'instrument CamCam m'invitent à exposer mes images. Il y avait une image dans tout le lot qui était une image de CamCam d'ailleurs, qui est une image que j'avais colorisée. Pour les médias, en France c'est compliqué. En France, j'ai contacté plusieurs fois Ciel et Espace, qui est le magazine de l'astronomie en France. Ils ne m'ont jamais répondu. Je n'ai jamais été approché par Ciel et Espace. Sauf une fois pour un panorama qui de toute façon n'a même pas été publié, donc voilà. Ils ont préféré une publication officielle de la NASA plutôt qu'un de mes panoramas. Il y a eu quelques images publiées, mais c'était un petit article. Bon, déjà Science et Vie, c'est pas très grand, ça fait cette taille-là à peu près. Ce qui fait que les images, on ne peut pas mettre de très grandes images à l'intérieur. 5 images de moi étaient publiées dedans, et
petite vignette, puis en plus avec une erreur sur mon nom de famille, enfin bref. Et donc, mais c'était pas grave, hein, c'était pas important. L'essentiel c'était d'être publié, et puis voilà. Donc ça m'a fait un peu de visibilité, mais ça m'a pas apporté plus de feedback, comme on dit. Ensuite, outre-Atlantique, là par contre, j'ai un peu plus de publications. J'ai été publié dans différents magazines, j'ai été publié dans Science une fois. J'ai eu une publication dans Sky and Telescope, qui est l'équivalent américain de Ciel et Espace, avec une belle publication pleine page dans mes panoramas. Et j'ai eu ensuite des publications aussi dans Aviation Week and Space Technologies, qui est un magazine plus spécialisé dans l'aérospatial. Et puis ensuite dans le Discovery Magazine. Voilà. C'est pour la liste non exhaustive des publications que j'ai. Sur le web, essentiellement, on peut me trouver sur le site de la Planetary Society, qui est un site de promotion en fait, de l'exploration spatiale, qui met en avant énormément le travail des amateurs en imagerie, et notamment le mien. J'ai été plusieurs fois mis en avant sur leur site et je les en remercie, notamment Émilie Lagdawala, qui a toujours été là pour publier mes images, quoi. Le type d'image n'empêche qui m'intéresse énormément de travailler parce que je les trouve toujours très belles, c'est les images qui sont prises le matin ou le soir, c'est-à-dire quand le soleil est bas sur l'horizon. Avec un soleil bas, ben, les ombres sont allongées, les reliefs ressortent et il y a plus de contraste dans l'image. On voit un effet de brume aussi sur le lointain qui est assez intéressant, ce qui fait que c'est souvent des images qui sont toujours très plaisantes à travailler, avec le petit bémol quand même, quand c'est un panorama complet, ben sur le coup on se retrouve avec le soleil en plein centre, donc l'image est complètement sous-exposée, et le ciel cramé, et puis derrière le ciel qui est bien, mais sur le coup le paysage est trop clair. Donc là elles sont assez compliquées à travailler ces images, mais on peut faire un bon truc, un très joli truc avec ces panoramas-là. Et ensuite, ce qui m'intéresse aussi plus particulièrement, c'est les images de coucher de soleil ou de lever de soleil. La même chose, sauf que ça se passe dans un sens ou dans l'autre. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'images de coucher de soleil ou de lever de soleil martien. J'en ai eu quelques-uns, pris par Spirit, par Opportunity, Phoenix aussi, qui a photographié un soleil de minuit sur Mars. Ça, il faut quand même le soulever. Et ensuite, on a la sonde Curiosity qui a plusieurs fois photographié des couchers de soleil. Donc une fois, c'est caméra couleur haute résolution, et là c'était très beau à voir. Le soleil bleu qui se couche sur les collines de Mars, voilà. Il n'y a pas d'équivalent. Et j'avais fait un montage dans lequel je montrais un coucher de soleil sur Mars et un coucher de soleil sur la Terre, avec exactement le même angle de champ, mais sur le coup, sur le coucher de soleil terrien, on voit que le soleil est un peu plus gros que vu de Mars, et un peu plus rond aussi quand il se couche. Parce que sur Mars, le soleil n'est pas déformé par les couches de l'atmosphère, alors que sur la Terre, il s'aplatit. Alors je voudrais chaleureusement remercier Florence Porcel pour m'avoir invité dans cette chronique. J'espère que vous avez apprécié ce que j'avais à dire. Et puis voilà, donc mon travail on peut le retrouver sur le site Mars Rover Images, qui est un site que j'ai conçu moi-même il y a une douzaine d'années de ça, et qui est toujours en ligne, qui fonctionne, voilà, qui est mis à jour régulièrement. Et puis sur mon blog, dbprods.net, sur lequel j'affiche des productions plus particulières, notamment les cartes postales, quand il y a quelque chose d'intéressant à montrer pour avoir une jolie vue, de toute façon, de Mars. Et voilà, c'est évidemment moi qui te remercie, Damia. Merci d'avoir pris le temps de t'enregistrer et de répondre à toutes mes questions. Petit chat très mignon, par ailleurs. Vous pouvez retrouver tout son travail au lien qu'elle a indiqué et que je mets dans la description sous la vidéo et dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog. Et restons dans les cartes postales martiennes avec la date de cet épisode. C'était le 24 janvier et Opportunity a fêté ce jour-là ses 13 années terriennes sur Mars. Saluons encore l'exploit technique et scientifique puisqu'elle est toujours aussi en forme alors qu'elle n'était prévue que pour une mission de 3 mois. Alors la NASA a bien entendu fait un tweet pour l'occasion, assorti d'une vidéo très rigolote où elle met en scène les personnes qui travaillent sur sa mission et qui filent la métaphore de l'adolescente. Elle ne veut pas toujours appeler à la maison, elle devient plus indépendante, elle se réveille souvent très tard après avoir papoté longuement avec ses amis en orbite, etc. etc. C'est très mignon, c'est rigolo, et vous me connaissez, je suis très friande de la personnification des engins dans un objectif de vulgarisation. Je trouve que ça fonctionne très bien.
Et l'événement de ce mois de janvier, c'est évidemment la toute première sortie dans l'espace de notre Thomas Pesquet national le 13 janvier. Les sorties extravéhiculaires servent à entretenir ou réparer la station spatiale. Et Thomas avait son camarade Shane Kimbrough comme coéquipier là-bas dehors pour remplacer des batteries, celles qui prennent le relais sur les panneaux solaires quand l'ISS passe dans l'ombre de la Terre. Mais comme ils sont trop forts et qu'ils ont commencé à travailler en avance sur le planning et qu'ils ont terminé leur mission principale très tôt, ils ont pu faire d'autres choses comme remplacer des pièces fatiguées, une caméra en panne et faire des photos de composants à des fins de contrôle. Et en parlant de photos, Thomas a évidemment fait le traditionnel selfie de l'espace que voici, et il avait pour la première fois une caméra HD sur sa poitrine. Donc voici quelques images à couper le souffle. Alors là, c'est Shane Kimbrough, évidemment, et c'est assez facile de le repérer, même si on ne voit pas sa tête ou le drapeau américain sur son bras, parce que des deux, c'est celui qui avait les bandes rouges sur ses jambes. Alors ça se passe de mots, hein, quand même, c'est... Et évidemment, comme toutes les sorties, on a pu la suivre en direct sur Internet, même si l'image est moins belle. Et je vous ai fait une petite sélection. Alors là, c'est le tout début, quand Thomas sort du sas. On le voit arriver les pieds d'abord. Et donc Shane à côté, hein, avec ses bandes rouges. Et hop, voilà, Thomas est dans le vide de l'espace pour la première fois. Là, on a sa vue subjective et vous voyez qu'il doit s'accrocher aux mains courantes avec un mousqueton quand il se déplace. Thomas, your convenience. I confirm 9-inch on the right flange. J'aime beaucoup sa caisse à outils. Et hop, il a trop la technique pour l'ouvrir. Là, il farfouille toujours dans sa caisse à outils, mais ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est le reflet de la Terre sur l'élément auquel il est accroché. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. On voit bien les nuages défiler. Et on dirait pas comme ça, hein, mais je rappelle que là, Thomas se déplace à 28 000 km/h par rapport à notre planète. Retour en vue subjective avec la caisse à outils. Shane, qui est pas loin, harnaché lui aussi à la station, évidemment. On voit que c'est pas simple, hein. Tout flotte dans tous les sens, c'est compliqué de bouger, tout se fait assez lentement, il faut prendre son temps et toujours penser à sa sécurité d'abord. Safety first, hein, comme on dit. Mais la vue est pas mal, non, la vue est pas mal, hein, faut dire. Ah, mais quelle vue. Mais il faut s'y retrouver, hein, dans la tâche à accomplir dans tout ce bazar avec ta caisse à outils et des mousquetons qui flottent autour de toi. Oh là là, c'est un métier. Hein. Et il faut savoir qu'ils connaissent l'ISS par cœur. Ils pourraient s'y retrouver les yeux fermés. Et pour l'anecdote, c'est l'astronaute italien Luca Parmitano qui était Capcom ce jour-là. Et en 2013, il a dû rejoindre le SAS à l'aveugle parce qu'il y avait une fuite d'eau dans son casque. Il a failli se noyer. Donc connaître le vaisseau par cœur, c'est juste une question de survie en fait. C'est pour ça qu'il s'entraîne si dur en piscine. Et alors là, on les voit travailler côte à côte, mais côté nuit cette fois. Et Luca Parmitano, c'est le monsieur chauve au fond. Il faudra quand même qu'on m'explique un jour pourquoi ils ont des chaussures. Enfin, j'imagine qu'il y a une bonne raison, mais je vous avoue que je vois pas trop laquelle d'emblée. Il pourrait faire comme le bout des grenouillères des bébés en fait. J'aime bien cette image-là parce qu'on voit la taille gigantesque de la station, la Terre immense évidemment à côté, et ce petit humain vivant qui fait tant de grandes choses entre les deux. C'est Shane Kimbrough, hein, en l'occurrence. Et cette vue avec un des Soyouz amarrés, avec lequel un des équipages est arrivé et repartira. Et là... cette image me fait beaucoup rire. On voit Shane rentrer la tête la première dans le sas et ça a l'air tellement compliqué, il a l'air tellement maladroit alors qu'en fait il est surentraîné et c'est juste l'impesanteur qui fait que c'est pas simple de se déplacer.
Et voilà, c'était juste une petite sélection d'images de cette sortie qui a duré 6 heures. Et quand même, pour finir sur un moment super drôle, moi j'ai kiffé la méthode de Peggy Whitson pour extraire Thomas de sa combinaison. Ah mais c'est sportif, hein. Mais elle a une technique super efficace. Elle se tient aux manches, elle prend appui sur la ceinture et hop, 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 hop. Ah, la meuf. Faut dire qu'elle est la 4e astronaute la plus expérimentée de tous les temps en termes de sortie extravéhiculaire et tout ce qui est autour. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Thomas a donc pu s'extraire par en dessous et la combinaison est accrochée à la paroi parce que sinon ce serait pas gérable. Et on voit qu'il y a quand même pas masse de place, quoi. Shane est toujours dans son scaphandre. Il va essayer d'aider Thomas à se libérer de son pantalon, mais c'est pas simple. Donc Peggy prend le relais. Et hop, et voilà, Thomas a enlevé ses jambes et il peut aller les ranger pendant que Peggy passe à Shane. Et voilà pour l'événement de ce mois de janvier 2017, la première sortie dans l'espace de Thomas Pesquet qui a été une véritable réussite, aussi bien en termes de mission accomplie qu'en termes de communication auprès du grand public. Elle a été très suivie et c'est génial. Passons au tweet de cet épisode maintenant. Justement, ce jour-là, et pour rester dans le thème des sorties extravéhiculaires, l'astronaute américain Doug Willock a répondu à la question suivante « Qu'est-ce qu'on ressent quand on sort dans l'espace pour la première fois ?» Et voici ce qu'il a dit « J'ai fait l'expérience de tout un tas d'émotions intenses, de l'euphorie de flotter sans sentir mon poids à la peur de cet environnement qui ne pardonne pas. » Et pour revenir un peu sur Terre, un deuxième tweet qui mêle émotion, poésie et science également, c'est celui de Pierre, Astro-Pierre de son pseudo Twitter, qui dit « Quand j'essaye d'expliquer pourquoi le monde est une source perpétuelle d'émerveillement pour moi, avec l'image d'un dessin un peu naïf, d'un paysage de campagne ensoleillé avec un petit lapin qui mange une carotte, sous lequel se trouve le même dessin, mais avec les équations de la physique des particules et les processus physico-chimiques qui expliquent le fonctionnement du soleil, la photosynthèse, les rayons cosmiques, bref, le monde. » Bravo pour ce tweet aussi vertigineux qu'une sortie dans l'espace. Et si vous ne suivez pas Pierre, je vous conseille chaleureusement de le faire parce qu'il a mis en place tous les matins un petit jeu qui s'appelle l'image mystère, toujours lié à la science, et c'est très amusant d'essayer de trouver, sans compter que la réponse est souvent très surprenante et que c'est une manière tout à fait ludique de s'émerveiller chaque jour et d'apprendre des trucs. Et si vous passez du côté de Lyon, n'hésitez pas à lui faire un coucou au planétarium de Vaux-en-Velin parce que c'est juste le meilleur médiateur du monde. Voilà. Et faites-lui un bisou de ma part en passant. Restons sur les internets avec le bidule 2.0 et je voudrais vous signaler le compte SoundCloud de la NASA qui regorge évidemment de sons plus géniaux les uns que les autres et dans des tas de domaines rangés par playlist comme par exemple des décollages de fusées, des sons vintage, les ondes électromagnétiques émises par les planètes transformées en ondes sonores, l'intégralité du Voyager Golden Record, etc. etc. Mais ils mettent également en ligne régulièrement, tous les quelques jours, des interviews de scientifiques ou des chroniques sur de l'actu, ça s'écoute comme un podcast. Et c'est assez cool. Et pour clore cet épisode, un peu de culture avec un livre merveilleux. Il s'agit des idées noires de la physique, coécrit par un astrophysicien, Roland Lehoucq, et un philosophe des sciences, Vincent Bontemps, qui s'exprime tour à tour sur tout ce qui est noir autour de nous. La nuit noire, le corps noir, la matière noire, les trous noirs, etc. Alors vous me connaissez depuis le temps, hein. Vous savez qu'il n'y a rien qui me fasse plus planer que la philosophie des sciences appliquée à la physique ou à l'astrophysique. Alors ce livre est pour moi le livre parfait, d'autant plus qu'il y a des illustrations magnifiques et bouleversantes en noir et blanc qui amènent en plus à ce projet une dimension artistique et poétique. Alors il est un peu costaud, hein, surtout en ce qui concerne les parties sur l'astrophysique par Roland Lehoucq. Faut être un passionné un peu averti quand même, je pense, mais c'est du petit lait, c'est vraiment une petite merveille qu'ils nous ont fait là. Et voilà, c'est la fin du 61e épisode de ce podcast, sorti avec 4 gros mois de retard. J'en suis vraiment confuse. Oh là là. Oh, je cumule beaucoup de projets pour réussir à gagner ma vie et c'est pas simple. Donc le temps manque pour m'occuper de ce contenu, mais si ça vous manque, dites-vous bien que ça me manque encore plus. Et d'ailleurs, si vous avez l'impression que je chuchote, c'est parce que j'enregistre à la voix off depuis une chambre d'hôtel et que j'ai l'impression que les murs sont très peu épais. Bref, je vais essayer de rattraper mon retard sur les épisodes de 2017 là, parce que ça va pas du tout. En attendant, vous pouvez me retrouver en librairie avec L'Espace sans gravité, sorti aux éditions Marabout, et avec également la bande dessinée Mars Horizon, parue chez Delcourt et dessinée par Erwan Surcouf. Côté YouTube, il y a ma chaîne à mon nom. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner et surtout à partager si le contenu vous plaît. Ce serait trop cool si je pouvais arriver à un compte rond de 50 000 abonnés avant l'été. Il y a également la chaîne String Theory avec les épisodes de Spatialiste où j'ai reçu l'astronaute Jean-François Clairvoy lors de derniers épisodes.
épisode. Et bien sûr, au quotidien, vous pouvez me retrouver sur Facebook, la page s'appelle La Galaxie de Florence Porcel, et sur Twitter. Ce podcast est également disponible sur iTunes, merci infiniment pour les étoiles et les commentaires que vous laissez, et sur Deezer pour ceux qui voudraient une version audio. C'est le 61e épisode et je prends toujours autant de plaisir à le réaliser. Merci à vous d'être là pour le suivre et pour m'encourager à poursuivre. Et merci à celles et ceux qui me donnent un coup de pouce sur Tipeee, ça m'aide vraiment beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.